19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Eh bien bonsoir à Ghislaine, ça y est, elle est avec nous, enfin elle peut honorer sa parole. Rima Hassan, bonsoir Rima Hassan. Bonsoir madame l'eurodéputée. Je suis désolée du retard, je rentre de Strasbourg, on était en plénière. En tout cas on va tâcher de le rattraper. Comment allez-vous d'abord ? Très bien, un peu fatiguée parce qu'on est vraiment sur la fin d'année là, la première année de mandat. Et voilà, donc on a fait beaucoup de choses, j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir. Mais on va revenir, on va tout aborder avec vous si vous voulez bien. D'être là. Tous les sujets, les questions internationales, mais nous aussi un peu nationales aussi. Je sais qu'il y a des sujets aussi sur lesquels qui vous tiennent à cœur, notamment la situation à Gaza, le cessez-le-feu. On parlera aussi de la création de cet État palestinien. Et puis on apprend, c'est ma première question, vous avez annoncé sur X justement qu'il y a un nouveau bateau de la liberté qui va partir dans quelques jours. Alors dites-nous tout, parce que vous serez de la partie ou pas du tout d'abord? Alors malheureusement non, mais j'avais effectivement annoncé dès mon arrivée qu'il y aura autant de bateaux que nécessaire. Donc on va continuer ce type d'action. Et le prochain bateau porte le nom de Handala, qui est le symbole de l'exode palestinien. Il part effectivement dans quelques jours. Et je ne pourrai pas y être parce que je serai à Bogota pour le grand sommet du groupe de la Haye qui réunit une vingtaine d'États pour avancer sur la question des sanctions contre Israël. Donc j'interviendrai justement avec Francesca Albanese à cette occasion. Mais je partirai, je pense, sur le prochain, en septembre. En septembre, oui. Ça c'est l'exclu ça. Oui. Ah, c'est une exclu. Donc, à peine annoncé sur X Ghislaine qu'il y a un nouveau bateau. Comment ça va s'organiser, parce qu'ils n'ont pas encore fixé de date précise, mais je sais qu'il y a encore un autre bateau qui partira. Donc là, on a en exclusivité, pour septembre prochain, vous serez sur le 3e bateau, cette flottille justement de la liberté, en septembre prochain. Oui, j'espère que ça va coller par rapport à l'agenda, mais en tout cas, je me rendrai disponible au maximum pour mais j'ai quand même une question, Rima Hassan, madame l'eurodéputée. Vous n'avez pas peur, vous ne craignez pas justement pour cette deuxième fois, parce que le pari est risqué quand même. Oui, non, mais c'est sûr qu'on a affaire à une armée, un État, un régime, à tout point de vue, qui a très régulièrement recours à une violence aveugle contre les Palestiniens, certes, mais très régulièrement aussi contre des humanitaires. On a plein de cas dans l'histoire de la lutte palestinienne où des humanitaires aussi occidentaux qui sont venus soutenir les Palestiniens ont pu être assassinés, tués, ciblés. Donc on se prépare aux différents scénarios. Par contre, je me refuse à avoir peur. Il n'en est pas question. Ouais. Qu'est-ce que vous C'est un cadeau fait aux colons d'avoir peur. Qu'est-ce que vous ferez différemment, Rima Hassan, par rapport à la première fois? Par rapport à la première fois, absolument. Non. Avec le recul que vous avez aujourd'hui. Avec le recul, vraiment, j'ai donné le maximum. Les peu de gens nous ont vus au quotidien. On a fait quelques vidéos ici et là pour humaniser aussi et dire voilà, la flottille, en fait, c'est ça notre quotidien. On a un repas chaud, on se relaye pour la cuisine, sur l'entretien du bateau, mais on se rend pas compte que moi, j'ai vraiment passé mes journées, quasiment du matin au soir, à donner des interviews et à travailler avec Greta sur tout le travail de médiatisation, de pédagogie, de vulgarisation sur la symbolique de cette action et le sens de cette action, mais ça a été vraiment du taf tous les jours. Votre rôle, en fait, ce rôle quelque part de communication, de sensibilisation, c'était ça, parce que vous étiez plusieurs personnalités. Il y avait Greta Thunberg, il y avait aussi Thiago, le Brésilien, et qui lui fait partie de la coalition. Voilà. C'est vrai que nous on est extérieur à la coalition. Ils vous ont demandé en fait, c'est eux qui vous sollicitaient pour. Tout à fait. Et sur Madeleine. Il y a eu aussi tout le travail avec mon équipe. On a mobilisé plus de 230 parlementaires un peu partout en Europe pour signer une tribune, pour demander aux États d'agir, parce que tout le travail de plaidoyer qu'on faisait, c'était exiger un passage sûr pour la flottille. C'est ce qui a été demandé par les 10 rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui ont soutenu notre action. Et donc, ce que je ferais de mieux, c'est plus de pression sur les États. Plus de pression sur les États, pardon, Ghislaine, ça sous-entend quoi ça donnez-nous un exemple, par exemple, parce que c'est vrai que vous avez été malmené, notamment par la police israélienne, notamment. Oui, on a été intercepté, littéralement kidnappé en eau internationale. On a passé près d'une vingtaine d'heures avec les soldats israéliens qui sont restés à bord de notre bateau, qui nous ont pointé les armes, qui ont pointé leurs armes sur nous dès qu'ils sont arrivés. Vous avez été moqué, insulté aussi, Oui, moqué, insulté, et puis quand j'étais à l'isolement, on m'a mis les menottes aux pieds et aux mains, et je le dis parce que maintenant on en rigole, on dit elle a fait une grève de la faim d'une journée. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que quand le directeur de la prison vient me chercher
parce que j'écris Free Palestine, Gaza Genocide et Nakba dans la première cellule. Il me dit, tu vas passer 7 jours à l'isolement, que tes camarades ou non partent demain, après-demain. Il me dit, moi, j'en ai rien à faire, c'est pas mon souci. Ici, c'est moi qui décide et tu vas passer 7 jours à l'isolement. À partir du moment où je vois le consul, il me dit, je sais pas ce que je vais pouvoir faire. Je dis, moi, vous annoncez que je suis en grève de la faim jusqu'à ce qu'on me libère. C'est comme ça que ça se passe. Et le soir même, je sais pas où la pression est venue, donc j'étais prise le matin et le soir, vers 21h, on est venu me chercher, on m'a dit, bon, bah, tu vas partir demain avec les autres comme c'était prévu. La première opération Rima Hassan s'est très bien déroulée, enfin, du moins dans les première partie. Ça vous a fait gagner en notoriété notamment. Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui aujourd'hui vous suivent, qui vous ont même découvert d'ailleurs, parce que j'ai appris une chose, c'est que beaucoup vous êtes découvert chez les adolescents, par exemple, c'est les jeunes ados, ils vous ont découvert avec cette première flottille justement de la liberté. Qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez un message à leur livrer? D'abord un grand merci parce que j'apprends rien à personne en disant que je suis très souvent diabolisée dans les médias classiques, mainstream, disons. Et donc, ce qui me permet, moi, d'exister aussi politiquement, c'est les gens qui me soutiennent. Et notamment qui me soutiennent via mes réseaux. Et c'est vrai que parfois, avec mon équipe, on se dit, mais si on a un message à faire passer, on va le faire circuler sur les réseaux. On n'a plus besoin des médias. Enfin, on n'a plus besoin de passer... Oui, là, vous avez presque 1 million d'abonnés, là, maintenant. Si, un peu plus d'1 million, ouais. Ah, là, maintenant, vous avez dépassé le million. Il n'y a pas longtemps. J'ai vu un peu plus d'1 million. Une dizaine de jours. Voilà, c'est ça. J'ai vu. Voilà. Il y a quelques jours. Bravo. Oui, un grand merci aux gens qui me soutiennent. Oui, parce que là, maintenant, vous êtes un vrai média, quoi. C'est ce que vous considérez. Vous avez du poids? C'est ça? Comment? Vous avez du poids maintenant? Ça crée un rapport de force? Non, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà du... C'est pas ça, c'est se dire que, en fait, une vidéo qu'on peut poster, parfois, elle peut faire plusieurs millions de vues, et en fait, cette audience-là, elle est parfois plus importante qu'une interview chez BFM Exactement. ou France Info. Donc, à partir du moment où le message, on est assez suivi pour que nos messages politiques passent, bah, très bien. Et dans ce cas-là, effectivement, tous mes remerciements vont aux gens qui me soutiennent et qui se disent que ça vaut la peine de me soutenir. D'autant que vous êtes députée donc européenne. Et juste pour septembre, est-ce qu'il y aura aussi des journalistes qui vont vous accompagner? Parce que la problématique, c'est que lorsque vous êtes rentrée, il y a le journaliste de Blast qui était coincé là-bas. Et en plus, la guerre alors, il n'était pas a démarré. Oui, mais il n'était pas coincé. Non, mais je veux dire, il y avait la guerre en Iran. Et donc, c'est vraiment une question de circonstance. Oui, c'est vrai, c'est vraiment une question de circonstance parce qu'il était vraiment censé être libéré. Donc c'est pas, c'était pas lié à la flottille, quoi, le fait qu'il ait bien évidemment, mais c'était un concours de circonstances qui était, je pense que ça a fait peur à beaucoup de personnes. Beaucoup de gens, mais heureusement et à vous-même aussi, j'imagine. On a eu très très peur qu'ils les retiennent un mois, en plus dans les conditions qu'on a connues. Donc heureusement, la diplomatie française, même si elle n'a pas été à la hauteur, en tout cas le consul que nous on a pu rencontrer, il fait vraiment du bon boulot et très humain, et il a pu les faire passer par la Jordanie. Donc, quel écho ça a eu justement? Juste pour répondre à votre question, oui. J'espère qu'il y aura des journalistes. En tout cas, on s'assure pour les bateaux qu'il y ait au moins 1 ou 2 journalistes pour que on représente, enfin qu'il y ait une représentation aussi assez diverse, quoi, des horizons et des profils. Un médecin, des ingénieurs, des humanitaires, des personnes de la coalition, des personnalités politiques, des personnalités, des activistes, et bien sûr 1 ou 2 journalistes. Rima Hassan, justement, quels sont les retours que vous avez accueillis ou recueillis des Palestiniens avec cette première opération, cette première flottille de la liberté, et puis les futures, puisque vous nous avez annoncé celle de septembre? C'est quoi les échos? Parce que moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'on vous dit. Alors, moi, l'échange le plus touchant... On vous pose jamais la question. Oui, c'est vrai. L'échange le plus touchant que j'ai eu, c'est celui qu'on a eu avec Madeleine, qui est la femme qui pêche à Gaza, et qui s'est faite un peu connaître justement parce que c'est une des rares femmes qui exerce ce métier et qui ne peut pas le faire correctement dans un contexte d'occupation et encore plus dans un contexte de génocide actuellement. Et on a pu la voir en échange au téléphone et ça a été un échange très émouvant parce qu'elle nous a dit effectivement qu'elle nous attendait, qu'elle était très honorée qu'on puisse donner son nom à ce bateau, à cette action, et qu'il y a eu quand même beaucoup de retombées, de médiatisation. Et on a eu d'autres échanges avec des journalistes aussi, avec qui on a été en échange. Et on a eu, moi j'ai vu beaucoup de vidéos circuler de Palestiniens qui nous taguaient sur des vidéos qu'ils faisaient en disant on vous attend, qui était à Gaza sur une des plages et qui nous attendaient, quoi, et qui nous disaient on vous attend et on est nombreux à vous attendre. Ils y croyaient quand même, il y avait quelque part un petit espoir de se dire parce que
Gaza, ça fait quand même très longtemps que c'est une prison à ciel ouvert, que c'est très difficile de se connecter à la bande de Gaza. Et en plus, après le 7 octobre, c'est encore plus coupé du monde, quoi. Les journalistes n'y rentrent pas, les humanitaires, c'est très compliqué. Donc pour eux, c'était aussi une lueur d'espoir d'avoir enfin pouvoir connecter avec des gens qui les soutiennent tous les jours et que ça soit concret. Alors justement, en parlant de lueur d'espoir, Benjamin Netanyahu, lui, il était à Washington lors d'une rencontre avec Donald Trump, qui leur proposait à nouveau de vider Gaza des Palestiniens. Franchement, Rima Hassan, je vous pose la question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, cette histoire, ce feuilleton dure maintenant depuis des années. Vous êtes là aussi pour le rappeler en permanence. Ma question est très simple. Est-ce que ce cessez-le-feu, il est introuvable? Il est impossible. Et puis, dans la foulée de ma question, est-ce que cette création d'un État palestinien peut se faire et surtout avec qui? Certainement pas peut-être avec Benjamin Netanyahu puisqu'il est fermé visiblement. Oui, en plus d'être fermé, c'est un criminel de guerre surtout. C'est quand même très compliqué d'envisager un dialogue avec quelqu'un qui est à la tête, premièrement, d'un État colonial, qui a des idées fascistes, un plan fasciste, qui promeut la colonisation totale de la Cisjordanie et littéralement la déportation des Palestiniens de Gaza. Donc, sur le cessez-le-feu, si vous voulez, moi je pense qu'il faut questionner les intentions. Je l'ai dit moi depuis le début, que les intentions de ce régime israélien, ce n'est absolument pas la paix avec les Palestiniens. Bien avant le 7 octobre. Et donc, ce qu'il faut questionner, ce sur quoi il faut alerter, c'est les intentions. Je ne pense pas qu'on a affaire à un interlocuteur qui soit fiable du côté israélien, lui et d'autres. Et du côté palestinien, je crois que les Palestiniens ne vont pas non plus renoncer à la lutte armée. Donc, on en pense qu'on veut, mais eux sont en droit de le revendiquer aussi. Donc je ne crois pas que les Palestiniens soient prêts, en tout cas dans la bande de Gaza, à renoncer à leur résistance, à leur lutte armée, et ils ont le droit de le faire. Donc nous, en tant qu'observateurs externes, on observe les intentions de part et d'autre, et c'est là où... Mais vous continuez d'y croire, c'est la création d'un État palestinien? Non, mais c'est là, je veux juste finir là-dessus. Parce qu'il y a eu un rebondissement, notamment. Alors qu'Emmanuel Macron, le président de la République, s'apprêtait, on était ce fameux juin où il s'apprêtait justement à parler, en tout cas à dire que cette reconnaissance de l'État palestinien, la guerre de... Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il nous a pendant des mois fait croire qu'en fait il n'agissait pas en termes de sanctions, qu'il n'allait pas sur le terrain de l'embargo sur des armes en destination d'Israël, qu'il n'allait pas sur la reconnaissance du génocide, etc. Parce qu'il voulait embrasser une voie diplomatique qui prenait de la hauteur avec la reconnaissance de l'État palestinien. Il s'apprêtait à le faire. Et puis la guerre a été déclarée. Là aujourd'hui c'est quoi? Je suis désolée, mais non, en fait l'Espagne l'a fait, d'autres pays européens l'ont fait. Ils n'ont pas eu besoin d'un sommet, ils n'ont pas eu besoin d'une mascarade d'un sommet. Oui, il y a 147 pays qui reconnaissent l'État palestinien. Oui, il y en a 147. On n'a pas besoin d'un sommet avec qui? Enfin, je veux dire, la France est un des pays les plus isolés sur cette question. Donc, je veux juste dire que sur la question du cessez-le-feu, c'est là où on a une responsabilité, nous, observateurs externes, c'est-à-dire l'Union européenne, les États européens, qui ne sont pas justement dans cette dérive de Trump et qui peuvent enfin se faire une place en disant, voilà, on prend de la hauteur, on regarde où est-ce qu'on peut sanctionner, on regarde où le droit international s'applique et on fait avancer cette question avec cette boussole du droit international. Si vous devez lui apporter un conseil à Emmanuel Macron, le président de la République, vous lui diriez quoi justement? Justement de se fier au droit international. Moi je l'ai toujours dit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les Palestiniens, qu'on ait une affinité ou pas avec les Palestiniens, c'est pas le sujet. Moi j'en ai une, c'est mon histoire. Et j'ai le droit de l'avoir. Mais un président de la République, on ne lui demande pas d'aimer les Palestiniens. On lui demande d'honorer le respect des conventions internationales qui est par ailleurs prévu par la Constitution française. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a laissé Benjamin Netanyahu survoler l'espace aérien à 2 reprises. Récemment encore, quand Netanyahou est parti aux États-Unis. Aujourd'hui, la France d'Emmanuel Macron continue à livrer du matériel d'armes au point où ce sont les travailleurs au péril en s'exposant à des sanctions professionnelles, etc., qui font des communiqués pour dire nous, on ne veut pas être responsable de la complicité de génocide et on va refuser de charger telle ou telle cargaison. Donc, la France d'Emmanuel Macron, elle livre encore des armes à Netanyahou. La France d'Emmanuel Macron ne reconnaît pas l'État palestinien, alors qu'effectivement, c'est un geste
politique qui ne résout pas tout, mais qui est un signal donné à Netanyahou, consistant à lui dire, le peuple que vous voulez éradiquer, nous, on se refuse à ça. On le reconnaît en tant que peuple. Je voudrais qu'on revienne avec justement Rizlen Selika, qui est aussi journaliste, qui m'accompagne durant cette émission. Juste avant la pause, Rima, parce que justement on a été interrompu, je voudrais revenir, parce qu'il y a beaucoup de personnes, moi, que je vois sur les réseaux sociaux, notamment. Vous savez, ils pensent encore que vous êtes animé d'un antisémitisme. Vous leur répondez quoi? Je veux qu'on en finisse avec cette histoire. Vous leur répondez quoi? Mais écoutez, que l'antisémitisme est un délit. Par ailleurs, moi, je me refuse maintenant à me justifier. C'est très simple. Moi, je sais qui je suis, je sais le combat que je mène. Je ne vais pas passer mon temps à me justifier. Ceux qui pensent que je suis antisémite, il y a une justice, vous allez saisir les tribunaux compétents et puis ça sera tranché. Ça sera tranché. Voilà. Alors, justement, ceux qui se posent encore la question, parce que je l'ai encore vu sur les réseaux sociaux, et c'est l'occasion aussi, c'est aussi mon rôle de vous poser la question, qui considèrent encore que vous êtes pro-Hamas. Vous leur dites quoi? Vous leur répondez quoi? Et ils attendent une réponse aussi. Pareil, ça c'est une justification pour moi qui n'a pas lieu d'être parce que moi je suis pas dans un narratif, si vous voulez, qui a vocation qu'à juste brasser tout ce qui existe. Non, parce que je vois qu'il y a plein de détracteurs qui répondent ça, alors c'est pour ça. Oui, mais parce qu'on est aussi en Occident, qu'on a une lecture très coloniale de ce sujet. Donc moi, j'ai eu l'occasion de resituer les résolutions des Nations Unies qui consacrent la légitimité de la lutte armée dans un contexte de lutte pour l'indépendance et pour l'autodétermination et contre la colonisation. D'ailleurs, dans ces résolutions, la Palestine est citée de manière très explicite. Donc voilà, si ça suffit pour certains après à dire que idéologiquement, politiquement, j'embrasse tel ou tel courant politique, c'est leur droit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le droit qui s'applique pour le peuple palestinien. Et surtout, je me refuse à réduire le peuple palestinien à un sujet humanitaire. Ça, c'est le piège qu'on nous tend en Occident, dans la lecture occidentale. C'est dépolitiser le palestinien et dire, Israël a le droit de se défendre, Israël, on revient sur des fondations politiques, etc. Par contre, pour le peuple palestinien, on ne revient jamais sur les fondations politiques. On dit, il faut que l'aide humanitaire soit assurée à Gaza. Mais la question palestinienne, ce n'est pas une question humanitaire. C'est une question politique. Et c'est précisément parce qu'elle n'a pas été résolue sur le plan politique que nous avons eu le chaos que nous avons eu à partir du 7 octobre et tout ce qui s'ensuit actuellement, à savoir un génocide. Qu'est-ce que vous regrettez aujourd'hui, avant de donner la parole à Rizlen? Vous regrettez que justement la majorité des Israéliens soit pro-Benjamin Netanyahou aujourd'hui? Est-ce que c'est le cas? Je vous pose la question. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que vous considérez aujourd'hui que les Israéliens devraient plutôt s'interroger sur le cas de Benjamin Netanyahou? Je vous pose la question parce qu'elle doit se poser aujourd'hui. Il y a deux lectures en Israël, il faut être très très vigilant à ça. Vous avez une société israélienne qui est se définit comme une société démocratique, etc., mais pour elle. Et donc, effectivement, il y a eu des mobilisations très massives contre Netanyahou. Ça, c'est une réalité. Et on le voit. Attention, dans ces mobilisations, il n'y a pas de place pour la question palestinienne et le sort des Palestiniens. Et en même temps, vous avez donc cette même société qui est capable de se mobiliser par centaines de milliers contre Netanyahou, qui est majoritairement, les derniers sondages révèlent que plus de 70% des Israéliens sont favorables à la déportation des Palestiniens et à la poursuite de l'offensive à Gaza. Oui. Donc ça, c'est symptomatique d'une société coloniale, c'est-à-dire qu'elle est progressiste pour elle. C'est comme, je pense, les Français en Algérie, quoi, si vous voulez. Ils étaient en attente de beaucoup de choses progressistes, mais pour eux. Mais quand il s'agissait des Algériens, c'était des indigènes. Et bien là, vous avez la même chose, c'est-à-dire vous avez des Israéliens qui sont progressistes pour eux, qui sont prêts à descendre dans la rue contre Netanyahou, mais qui, quand il s'agit des Palestiniens, soutiennent le régime de Netanyahou et soutiennent l'offensive israélienne. Et ça, c'est symptomatique, c'est ce qu'on appelle une société coloniale qui vit dans une dissonance aussi, c'est-à-dire quasi démocratique, mais qui ne comprend pas que la démocratie est incompatible avec l'occupation, qu'elle est incompatible avec un génocide, que la démocratie est incompatible avec les exactions qui sont commises. Et bien ça, c'est le problème de la dissonance et ce qu'appelait Aimé Césaire, par ailleurs, l'abrutissement du Mais là aussi, encore une fois, vous dites quoi aux Israéliens? Parlez-vous avec les Palestiniens? Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous avez envie de leur livrer comme ce message, justement? Parce qu'il y a peut-être... Vous parliez de lueur d'espoir tout à l'heure, du côté des Gazaouis, d'accord, des Palestiniens. Oui. Est-ce qu'on peut attendre aussi une lueur d'espoir, une réaction, une prise de conscience Bien aussi, sûr, mais je pense que pour les Israéliens, alors oui, il y a une forme de résistance à l'intérieur même des sociétés israéliennes. On voit qu'il peut y avoir, par exemple, des soldats qui refusent d'aller, de se rendre
qui refusent de servir. Vous avez des jeunes israéliens qui refusent de servir et qui préfèrent aller en prison. Vous avez actuellement même des manifestations, des Israéliens brandissent des images des enfants palestiniens. Vous avez une gauche qui reste un peu timide, mais dans la frange, disons, un peu plus radicale, comme le bloc radical Tel Aviv, vous avez vraiment des gens qui sont très, très solidaires de la cause palestinienne et qui, effectivement, sont des lueurs d'espoir en Israël. Mais je veux compléter. Je crois, sincèrement, que la libération du peuple palestinien, c'est ce qui sauvera les Israéliens. Et c'est souvent ça dans l'histoire. C'est-à-dire que ce sont souvent les colonisés, en fait, en se libérant, comme en Afrique du Sud. Ce qui a sauvé le sort des Blancs, c'est le fait que les Noirs se soient soulevés et on dit stop maintenant stop à l'apartheid et on veut cohabiter dans une égalité de droits. Je crois que l'avenir des Israéliens en sécurité dépend bien entendu de la libération du peuple palestinien et du fait qu'ils puissent enfin atteindre une égalité de droits. Ghazlan ? Oui, donc en fait, on voit qu'il y a une conscience collective internationale. Vous faites partie aussi de cette génération qui a quelque part ouvert les yeux sur ce déni, je dirais, de politique sur la Palestine. On n'en parlait pas. Et puis vous portez sur votre t-shirt les noms en fait des journalistes, oui. Motaz, Bissan. J'ai vu ça, oui. Voilà. Je regardais ça donc tout à l'heure. Ceux qui nous ont ouvert les yeux, parce que c'est à ce moment-là, bien évidemment, quand il y a eu le 7 octobre, on était tous en solidarité par rapport à Israël. Hein. Moi, en tant que journaliste ici en France, oui, j'avais eu ça. À Israël, non. Mais et juste, je parle personnellement, oui, personnellement, pas pour vous, non, mais quand on a découvert ces journalistes, cette jeunesse en fait, on a vécu en live ce génocide. Clairement, et vous faites partie donc de cette génération donc qui ont ouvert les yeux et vous avez été aussi victime d'un cyberharcèlement jusqu'à aujourd'hui. Oui. Comment le vivez-vous aujourd'hui ? Avez-vous porté plainte ? Et parce que aussi on a écrit votre nom sur des missiles israéliens. Oui, ça c'est arrivé effectivement à plusieurs reprises. J'ai reçu des vidéos de soldats qui torturaient des Palestiniens. Voilà, donc très régulièrement j'ai affaire à des gens que je trouve très abrutis par leur colonialité. En fait, moi, c'est aussi ça le regard extérieur que j'ai, c'est que je trouve vraiment la cité israélienne pitoyable. Ouais. Mais pas dans le côté méprisant, mais pitoyable dans le sens vraiment dans l'aveuglement dans lequel sont les Israéliens. Oui, le brainwashing, il y a une sorte de brainwashing en fait, oui, de propagande. Totalement, ils sont, je pense, eux aussi, pour beaucoup, victimes de la propagande de leur propre État, qui est une propagande guerrière, qui consiste à dire qu'il n'y a pas d'innocents à Gaza, qu'il n'y a que des animaux humains, la censure même de la Nakba, de l'histoire palestinienne. Tout ça, effectivement, ça fait des générations en Israël que des gens baignent dans ça. Et ceux qui en parlent le mieux, c'est ceux qui sont sortis de ça. En l'occurrence, Ronnie Broman, qui est né en Israël, qui est aujourd'hui ouvertement, et qui a toujours dénoncé, qui est antisioniste, ça c'est très important de le dire. Ilan Pappé, qui est historien israélien, qui a fini par être lui-même censuré dans son propre pays et qui est aujourd'hui exilé, alors qu'initialement il est venu trouver refuge justement en Israël, étant lui-même fils de juifs qui ont été déportés. Donc c'est ça aussi la réalité de cette société israélienne, c'est que ceux qui veulent faire éclater cette vérité vis-à-vis des Palestiniens se retrouvent aussi menacés, même quand ils sont israéliens et de confession juive. Donc je suis pas attaquée seulement parce que je suis palestinienne, etc. Je suis attaquée pour mes idées politiques, pour ce que je défends. Mais il faut le dire qu'en Israël même, vous avez des ONG israéliennes aujourd'hui qui dénoncent l'apartheid, qui dénoncent les génocides et qui sont censurées, à qui on coupe les fonds, qui n'ont plus le droit de dire certaines choses et qui sont la cible aujourd'hui du régime israélien. Donc la cité israélienne, elle vit aussi dans cette réalité-là. Rima Hassan, parce que vous dites, vous rappelez la Palestine, vous avez raison, c'est vos origines. Quelle est celle qui incarne le mieux ? C'est Rima Hassan, la franco-palestinienne, ou Rima Hassan, la palestinienne d'abord, ou Rima Hassan, les deux ? Ouais, je vais vous dire. Vous êtes tiraillée ? Non, en fait, je vais vous dire, moi, ma réponse, ça va pas plaire à beaucoup, mais moi, ma première identité, c'est réfugiée. J'ai fait pendant 10 ans, avant d'être là où je suis, j'ai travaillé moi pendant 10 ans sur la question de l'exil. Ce qui me définit, moi, d'abord,
c'est ma famille qui a vécu sur 3-4 générations dans des camps. Moi, j'ai connu que les camps de réfugiés palestiniens avant d'arriver en France, bien sûr. Mais je veux dire, c'est ce qui a été le plus structurant quand même dans ma vie. C'est d'avoir mes grands-parents enterrés dans des camps, mon père qui vit encore. Moi, c'est ce qui m'a le plus conditionné. Mais je crois que de toute façon, pour tout le monde, l'enfance est faite de blessures dont on ne guérit jamais. Donc, et pour moi, ça a été l'exode palestinien et ça a été le cas pour beaucoup de Palestiniens. Mahmoud Darwish, il a fait toute son œuvre sur l'exil et l'exode palestinien parce qu'il a vécu ça dans sa chair. Donc pour moi, c'est vraiment d'abord l'exil et c'est ce qui m'a ouvert à la question de l'Observatoire des camps de réfugiés que j'ai fondé et c'est pour la raison pour laquelle j'ai travaillé pendant près de 10 ans sur ces questions de l'exil et de la question de la protection internationale des réfugiés. Aujourd'hui, je suis citoyenne française d'origine palestinienne et les deux cohabitent très bien et j'ai pas à me justifier sur la sensibilité que je peux avoir à la cause palestinienne de par mon parcours ni le fait que j'articule ça depuis la France. Mes revendications, elles sont très claires. Moi, je demande pas à ce qu'on embrasse un bord politique sur la question palestinienne. C'est aux Palestiniens de choisir par qui ils veulent représenter. Par contre, moi, mon propos en étant ici en France, c'est d'être indigné de voir qu'on bafoue à ce point le droit international. Vous avez proposé quand il s'agit du peuple palestinien. Vous avez proposé à l'ONU justement, vous avez proposé une rapporteuse de l'ONU anti-Israël pour le prix Nobel de la paix. D'accord, je parle de Francesca Albanese. Alors elle n'est pas anti-Israël, elle fait son travail. C'est une rapporteure spéciale des Nations Unies qui publie. Moi, c'est ce que je vois partout. On dit anti-Israël, mais c'est pour ça que je vous ai posé la question. C'est bien de repréciser la pensée. Non, elle travaille vraiment sur les questions. Ça, c'est une étiquette vraiment de propagande médiatique. Non, moi je pose la question parce que je l'ai vu partout. C'est pour ça que je dis ça. Oui, parce qu'elle est victime, parce que comme toutes les personnes, je n'apprends rien encore une fois à personne, ici, toutes les personnes qui investissent la question palestinienne sont ciblées. Les ONG, ça va de Dominique MSF, de Villepin à Mélenchon, Médecins du Monde, Amnesty International que Aurore Berger a voulu dissoudre quand ils ont sorti leur rapport sur l'apartheid avant le 7 octobre. Donc, Francesca Albanese, ça fait un moment, la CPI qui a été ciblée pour des sanctions, les personnes qui travaillent pour la CIJ ont été également menacées de sanctions. Mais est-ce que ça vous fait doucement rire quand de l'autre côté, Benjamin Netanyahu, dans son passage à Washington, il propose le nom de Donald Trump? Francesca Albanese, la différence entre les personnes que vous citez, c'est que Francesca Albanese, c'est une personne qui produit des rapports qui sont extrêmement bien sourcés. Oui. Et c'est ça qui dérange. Elle a sorti 2 rapports clés. Le premier qui est intitulé Anatomie d'un génocide. Le deuxième qui porte sur la responsabilité des entreprises. Et elle a dénoncé beaucoup d'entreprises qui, effectivement, ont leurs activités en Occident ou aux États-Unis. Et donc, la réponse de Trump, ça a été de prononcer des sanctions contre elle. Et effectivement, on a vraiment quelque chose qui est lunaire, c'est-à-dire une proposition de Netanyahou, qui est un criminel de guerre, qui est quand même quelque chose d'antinomique pour moi, quand même, à la paix, qui propose la candidature de Trump, Qui est Trump? Celui qui livre les armes à Netanyahou, qui lui-même est un criminel de guerre. Donc c'est quand même assez... je veux dire, si vous voulez, moi je cite souvent ça en disant on a la preuve par la Palestine de l'hypocrisie occidentale s'agissant de la question des droits humains. Et ça, c'est important de le dire. Je voudrais qu'on finisse parce qu'il faut... on arrive bientôt au terme de cette émission. Oui. Rima Hassan, on pourrait faire des heures et des heures avec vous. Mais vous reviendrez avec plaisir. Voilà, absolument. Alors, je voudrais qu'on parle des questions justement nationales. Alors, on va parler de l'entrisme islamique. Vous savez, l'entrisme islamique. Ah oui, je vous vois arriver justement. On s'oriente vers un texte de loi d'ici la fin de l'été, paraît-il. Alors, quelle interprétation, Rima Hassan, vous donnez à tout ça? Ça vise qui? Parce qu'on est à quelques mois des élections municipales. Oui, je ne vous l'apprends pas. Écoutez, alors, l'interprétation que vous donnez justement à l'entrisme islamique. Pour vous dire ce que je vais vous dire là, c'est ce qui a même été dit par Ségolène Royal, alors qu'on n'est même pas du même bord politique. On a affaire à un ministre de l'Intérieur qui, clairement, voyant l'échéance des élections présidentielles arriver, plutôt que d'embrasser... Peut-être municipales aussi? Oui, aussi, bien sûr, ça s'inscrit là-dedans. Les municipales sont un peu le tremplin, si vous voulez. C'est déjà un révélateur des tendances politiques pour les présidentielles. On a un ministre de l'Intérieur qui, plutôt que d'embrasser des vraies questions qui s'opposent à notre société, à notre pays, visant à les convaincre, parce que c'est ça, on a un chemin qui est plutôt fastidieux, qui est dur, mais qui est porteur d'espoir, qui est celui qui consiste à aller traiter les sujets de fond, à convaincre, à proposer, à avoir des propositions sérieuses, et puis on va le chemin un peu plus facile, mais qui est plus coûteux, qui est celui de la démagogie. Et c'était celui, jusqu'à présent, du Rassemblement national, c'est-à-dire d'agiter les peurs, de dire, en fait, le seul problème et les seuls coupables de nos problèmes viennent des personnes soit d'origine étrangère, soit de confession musulmane.
Jadis, c'était les personnes de confession juive. Là, j'observe qu'on a quand même, on est en train de calquer un modèle qui consiste quand même à stigmatiser ou à faire du musulman le nouveau problème principal, en convoquant notamment cette escroquerie qu'est la civilisation judéo-chrétienne et qui a été parfaitement démontée par tous les historiens qui travaillent sur ces sujets et qui disent que, en fait, il n'y a pas de civilisation judéo-chrétienne. La preuve, l'ennemi numéro 1 pendant des siècles et des siècles, ça a été justement la figure du juif. Maintenant, on a un nouvel ennemi, c'est le musulman. On s'en prend aux écoles, on s'en prend aux personnes qui peuvent représenter ces communautés. Alors on place en plus, ça c'est vraiment en termes d'humiliation, on place des chalgoumis pour représenter la communauté musulmane. Enfin, qui est parti en Israël, qui est parti en Israël et qui a tenu des propos. À la limite qu'il y aille, voilà, dans le cadre de rencontres interreligieuses, ça peut se faire, mais là en l'occurrence il y est allé pour plutôt tenir des propos politiques de soutien, des louanges, de soutien exactement. Au président israélien, à un régime israélien. Donc effectivement c'est très problématique. Donc moi ce que j'ai à dire, c'est qu'on a affaire à des hommes et des femmes politiques qui savent que dans le contexte actuel de souffrance pour beaucoup de Français, je rappelle qu'on est à plus de 15% de pauvres en France, on a énormément de difficultés, de défis, on a une dette publique qui n'a jamais été aussi importante, et plutôt que d'emprunter un chemin qui est celui du sérieux en politique, on a affaire à des démagogues. Et avant c'était que le Rassemblement national. Moi j'observe que ça a contaminé le bord centriste, y compris la droite, avec cette personnalité de Retailleau, et qui a fait monter cette sauce-là en France. D'une phrase, Rima Hassan, parce que je suis contraint de rendre l'antenne. Oui. Dominique de Villepin, avec la France humaniste. Vous l'avez suivi? Oui, je l'ai suivi. Je crois qu'il se prépare effectivement au présidentiel. Je pense que non, mais c'est un homme sérieux. On n'est pas du tout sur le même terrain. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça bouscule un peu les filles? Est-ce que ça vient vous déranger un peu? Non, je pense vous le prenez comment? Non, de Villepin, je pense que c'est un homme très sérieux. Je pense que c'est un homme qui peut être sincère dans ce qu'il porte. Je pense qu'il a fait son temps. Si vous voulez, moi, je suis dans une famille politique. On a un programme qui est chiffré quasi aux milliers d'euros près. On a un programme qui est fidèle au nouveau Front populaire. On a un programme qui est fidèle au nouveau Front populaire qui a gagné les élections législatives. On s'inscrit dans une continuité aussi de vouloir une nouvelle république, une sixième république. Donc voilà, ça pour vous dire que j'ai du respect pour cet homme, mais j'invite quand même les gens à s'intéresser au programme. C'est ce qui est important. On a bien compris votre message. Rima Hassan, Madame l'eurodéputée, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. 19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.